Why. Bonsoir et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. 4000 suppressions de postes enseignants. Voilà la nouvelle qu'ont eu le plaisir de découvrir les personnels d'éducation à l'annonce du budget 2025. Une nouvelle qui fait forcément réagir. On en parle avec nos invités dans quelques instants. Repenser l'apprentissage et réduire les fractures scolaires grâce aux sciences cognitives. Un projet que viendra nous présenter notre invité en seconde partie d'émission. Dans sa chronique, Emma Ferré vous parlera de l'affaire P. Diddy qui anime les réseaux sociaux. Mais tout de suite, place à l'actualité de l'éducation avec Emma. Bonsoir Emma. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On démarre ce journal avec un chiffre alarmant. 20% des étudiants ont recours à l'aide alimentaire, une précarité qui s'accroît. Et si les étudiants d'aujourd'hui étaient les pauvres de demain, c'est la crainte révélée par le baromètre de l'association Copain. Un étudiant sur deux travaille en menant ses études et doit pourtant se rendre à l'aide alimentaire. On écoute Gérard Aveng, il est directeur général de l'association Copain. Il était dans le 5-7 de France Inter ce matin. Il y avait un grand sujet de Covid au début. Ensuite, on a pu le porter avec l'inflation en disant l'inflation tape plus durement sur les publics fragiles, donc les jeunes, donc les étudiants. Mais là, ça commence à faire un bout de temps. Donc, on voudrait tirer une énième sonnette d'alarme en disant c'est plus possible. C'est pas possible que ce soit des jeunes qui s'organisent entre eux pour s'entraider et en se disant ils vont se débrouiller. On a un vrai problème de pauvreté de jeunesse, de la jeunesse en France. L'une des propositions privilégiées serait de revenir au repas à 1 euro. Il avait été mis en place pendant le Covid et arrêté ensuite, mais l'association continue à militer pour. Une précarité économique qui n'est pas sans conséquences, évidemment, sur la santé mentale des jeunes. Oui, les alertes se multiplient concernant la santé mentale des jeunes. On en parle régulièrement ici. Et c'est désormais la cause quinquennale, selon le Premier ministre Michel Barnier. Et pourtant, le lien avec leur situation économique n'est pas encore assez pris en compte, selon les associations. Des jeunes précaires qui s'isolent et ne savent pas toujours qu'ils peuvent avoir recours à des aides. Gérard Aveng de Copain est justement revenu sur le sujet. Il y a un sérieux problème d'état psychologique de la jeunesse. Michel Barnier a dit que c'était la plus grande dépense, c'est ce qui coûtait plus cher à la sécurité sociale. Vu l'état de la jeunesse actuelle qui arrive, je pense que dans 10 ans, ça va être un coût encore plus monstrueux. Donc, tous les politiciens qui s'intéressent surtout aux coupes budgétaires et aux économies, voyez bien qu'il y a un sérieux problème qui arrive et qu'il faut dès maintenant... Il y a une aide psychologique qui existe, mais le problème, c'est que tout le monde n'est pas au courant. Il y a beaucoup d'étudiants qui savent même pas qu'elle existe et qui peuvent en bénéficier. Effectivement, il y a que 8% des étudiants qui sont au courant du chèque santé psy. Non, mais c'est catastrophique. Surtout que dans les débats, nous, quand on porte le sujet, on en ressort tout le temps que, non, les étudiants, ils sont au bar, les étudiants, ils ont plein d'amis. Je vous assure que non, C'est 41% des étudiants qui se sentent seuls. C'est 19% des Français de manière générale. Et chez les étudiants, chez les jeunes, c'est 41% qui sont seuls et qui sont angoissés d'être seuls toute leur vie. Et tout ce qu'on vient de dire, c'est démultiplié pour les étudiants d'outre-mer. Vous faites un focus là-dessus dans votre étude. On a un gros focus sur les outre-mer parce que nous, on est présents dans les Antilles, en Martinique et en Guadeloupe. Et puis, tout est démultiplié. Quand c'est un étudiant sur deux, de manière générale en France, qui saute des repas. Des jeunes dont la survie repose aussi beaucoup sur la solidarité entre eux. Beaucoup d'étudiants connaissant eux-mêmes des difficultés trouvent tout de même le temps pour aider les autres. Alors concernant le repas à 1 euro, le député LFI Louis Boyard a relancé une pétition. La suite à suivre à l'Assemblée. On poursuit avec le volet judiciaire. Recherché depuis plus d'1 an, le corps de Lina, adolescente de 15 ans, a été retrouvé hier. Le corps a été découvert immergé dans un cours d'eau près de Nevers. La jeune fille avait disparu en septembre 2023 alors qu'elle se rendait à la gare de Saint-Blaise-la-Roche depuis son domicile dans le Bas-Rhin. Un important dispositif de recherche avait alors été déployé et une enquête rapidement ouverte pour des chefs d'enlèvement et de séquestration criminelle après avoir repéré un véhicule. Cet été, la voiture du principal suspect a été retrouvée et des empreintes ADN ont été relevées. Mais le suspect a mis fin à ses jours le 10 juillet dernier. Alors une enquête est désormais ouverte, une enquête médico-légale pour déterminer les causes de la mort de l'adolescente. Et une autre jeune fille dont le meurtre avait agité la France il y a quelques semaines, c'était Philippine. Son suspect refuse son extradition de la Suisse vers la France. Tao, le principal suspect du meurtre de Philippine, 19 ans, retrouvé sans vie au bois de Boulogne, avait été arrêté en Suisse le mois dernier et il refuse donc l'extradition vers la France. C'est ce qu'a indiqué hier soir le ministère fédéral de la Justice. Dans ce cas-là, il peut faire recours au tribunal fédéral, la plus haute instance juridique helvétique. Alors on va écouter Georges Fenech, il est magistrat et ancien député, il était au micro d'Europe 1. En
2005-2006, on a adopté le mandat d'arrêt européen. C'est-à-dire que tous les pays qui font partie de l'Union européenne, dès lors qu'il y a une interpellation, mandat d'arrêt européen, il n'y a plus besoin de passer par la voie diplomatique, ça se fait de juge à juge. C'est très rapide et c'est ça. Sauf que la Suisse, comme vous le savez, ne fait pas partie de l'Union. Par contre, il y a des règles. Et les règles, c'est que le ministère fédéral, effectivement, va examiner la légalité, la régularité de la procédure. Il va examiner, ça peut vous paraître superfétatoire, mais est-ce qu'il n'y a pas des traitements inhumains en France? Est-ce que la France pratique ou non la peine de mort? Voilà, ce sont ces critères-là qui vont faire que l'autorité diplomatique suisse et justice également décidera de prononcer l'extradition, c'est une procédure d'extradition envers la France. Voir s'il n'est pas peut-être suisse, parce qu'on n'expulse pas des nationaux, même la Suisse évidemment. Donc ce sont des examens purement formels de droit. Une procédure qui peut durer plus d'une année, précise le ministère. Dans l'actualité, il était question de ministère aussi, mais cette fois-ci en France, et celui de l'éducation, où Anne Genetet a reçu hier les syndicats après l'alerte sociale. Une réunion soldée sur un préavis de grève déposé lundi. On ne sort pas avec grand-chose si ce n'est de la détermination, propos des syndicats rapportés par le Café pédagogique. Alors, invitée ce matin de la matinale de TF1, la ministre assure avancer sur la question des bas salaires et sur la progression des carrières, affirmant prendre très au sérieux l'alerte sociale, tout en indiquant que le taux d'élèves par classe est historiquement bas. Alors concernant les mesures du choc des savoirs comme les groupes de niveau, pas de réponse. Anne Genetet renvoie au calendrier 2025 pour plus d'informations. Côté culture, c'est une première. Un concert du chanteur Taïk va être interdit aux moins de 12 ans. Et oui, fait rarissime, le chanteur Taïk, adoré des adolescents et particulièrement des jeunes filles, a annoncé interdire son prochain show qui aura lieu le 30 novembre et le suivant le 1er décembre à l'Accor Arena de Paris. Un concert donc qui sera interdit aux moins de 12 ans. Alors connaissant le chanteur, il ne s'agit pas de warning sur des précautions envers la violence, mais plutôt vis-à-vis de l'aspect ultra sensuel de celui qui se dit l'ambassadeur de l'afro-love. Alors beaucoup de com pour l'artiste qui n'a laissé fuiter qu'une affiche aux inspirations assez gothiques. De quoi intriguer et faire vendre les dernières places pour ceux qui sont en âge, évidemment. Merci Emma. Une saignée dénonce les syndicats. C'est la réaction qu'on a pu entendre suite à l'annonce du budget 2025. Mais est-ce que l'éducation nationale passe vraiment à la trappe, comme certains le disent? Baisse du nombre d'élèves, recrutement d'AESH, sacrifice du sujet de l'école. On parle de tout ça avec nos invités. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir Anne Coffinier. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes fondatrice de la Fondation Kairos Institut de France et également présidente de Créer son école. Merci d'être avec nous. Elisabeth Anna Moreno, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aussi. Vous êtes secrétaire générale du SE-UNSA. Alors, une véritable saignée ou un sabordage de l'école publique. Voilà comment les syndicats ont qualifié l'annonce du budget 2025 pour l'éducation nationale, l'annonce qui a été faite. Mais rien n'est encore fait réellement puisque les débats parlementaires viennent de commencer. Mais parlons déjà de l'enveloppe. Une enveloppe qui, dit-elle, reste inchangée. Est-ce vrai ou pas, Elisabeth Alain Moreno? Alors, c'est vrai que si on n'est que sur du chiffre, parce que c'est toujours facile, il y a une stabilité de l'enveloppe dans un contexte d'économie budgétaire et c'est ce qui nous est à chaque fois renvoyé. Mais ce qui n'est pas regardé, c'est les besoins qui augmentent régulièrement parce qu'un effectif de classe qui ne bouge pas quand on accueille des élèves qui sont de plus en plus en difficulté ou qui ont des besoins de plus en plus différents, ça nécessite, si on veut rester sur du qualitatif, qu'à un moment, on ne parle pas uniquement en chiffres stable. Et le deuxième élément aussi, c'est qu'on a un contexte démographique qui chute un petit peu, et c'est un argument aussi qui nous est récemment renvoyé, en disant, vous voyez, on ne bouge pas l'enveloppe alors que pourtant le nombre d'élèves baisse, mais là aussi, si on veut apporter du qualitatif, là aujourd'hui on n'est pas en capacité de le faire parce qu'on a des élèves qui ont des besoins éducatifs particuliers, on a des besoins des enfants qui ont des troubles du comportement. L'école, elle n'accueillait pas tous les enfants il y a 20 ans, et heureusement grâce à la loi, elle accueille tous les enfants. Ça, c'est important puisque c'est l'école de la République. Elle ne doit pas avoir justement de tri ou de choix à faire. Mais par contre, il faut qu'elle se donne les moyens de le faire correctement si on veut être honnête avec les familles. Alors, effectivement, une réaction à ce que vous venez de dire, puisqu'il y a quand même effectivement une baisse démographique et donc, a priori, moins d'enfants par classe. En tout cas, c'est ce qu'a annoncé Anne Genetet. On va y revenir, bien entendu. Et puis, bien sûr, sur les 2000 postes, en revanche, créés d'AESH dont on a besoin. On parlait de troubles de l'attention il y a 2 minutes. Mais peut-être une réaction juste à l'enveloppe budgétaire, si vous le voulez bien, Anne Coffinier. Oui,
63 milliards. Déjà, c'est vrai que nominalement, on est sur quelque chose de stable, mais il faut voir qu'il y a un phénomène mécanique, c'est-à-dire qu'en fait, comme le corps des enseignants prend de l'âge, en fait, il coûte mécaniquement de plus en plus cher sans même embaucher des gens en plus. Donc, si vous voulez stabiliser le niveau de la dépense, en fait, il faut réduire des postes. C'est ce que fait le gouvernement. Maintenant, ce que je voudrais contester, enfin, c'est mécanique, ça. Hein. Je ne dis pas que c'est bien ou mal, je dis juste que mécaniquement, ça fonctionne comme ça. C'est le problème, d'ailleurs, de la fonction publique en général, c'est que mécaniquement, ça augmente automatiquement de plusieurs dizaines de millions d'euros chaque année. Et ce que je trouve regrettable, si vous voulez, c'est tout simplement qu'on ait une approche complètement comptable. Aujourd'hui, on a des problèmes de nature structurelle. Et on ne prend jamais le temps de les poser et de les traiter. Donc là, on passe des coups de rabot qui vont encore plus désorganiser les choses. Et on a quand même une réalité qui est qu'en Europe, le nombre d'enfants par classe est de 19 en moyenne. Et nous, on est déjà à 21,4. Donc je veux dire, on a déjà des classes qui globalement sont surchargées. Et quand vous prenez maternelle et élémentaire, c'est encore plus que ça. Donc aujourd'hui, on a largement, tant mieux si les effectifs, la démographie baisse, avec 95 000 enfants de moins en 2025. Tant mieux, parce que ça nous permettrait d'un peu baisser le nombre d'effectifs par classe et de réallouer des moyens sur l'élémentaire, où la France est notoirement sous-équipée. Oui, alors justement, Anne Genetet disait à propos de cette baisse démographique, avec la baisse de la démographie scolaire, il y aura en moyenne 21,4 élèves par classe dans nos écoles publiques à la rentrée 2025. C'est le nombre d'élèves par classe le plus faible depuis que nous le mesurons. Pas dans l'Europe. Pas l'Europe, non, mais en revanche en France. Oui, peut-être, mais en Europe, ils sont à 19. Non, mais avec une progression. Donc, que dire de cela? De toute manière, comme disait Elisabeth, c'est quand même une question de qui on a scolarisé dans les classes. Hein, quand il y a des difficultés, on a besoin d'être moins d'élèves. Quand il y a moins de discipline globale, et il y a moins de discipline globalement dans la société, on a besoin d'effectifs plus petits. Et quand vous êtes moins considéré que l'autorité s'effrite, pareil. Aujourd'hui, l'autorité ne va plus du tout de soi. Juste un petit mot encore sur cette enveloppe budgétaire et après on va précisément détailler, si vous voulez bien, tout ce qu'on vient de se dire ensemble. On a quand même parlé, et c'est ce qui a fait hurler évidemment les syndicats, mais le monde de l'éducation de manière générale, des 500 millions en moins. Quid? Alors parce qu'on dit qu'en fait il n'y a pas. Moi je reste sur ce chiffre qui reste apparemment stable, 63,4 ou 0,5, mais enfin on est à peu près sur la même chose. Alors, oui, et puis c'est vrai que moi je partage, on ne peut pas rester sur une logique comptable parce que c'est une volonté de ne pas parler des vrais sujets. Moi j'aimerais que la ministre elle nous explique pourquoi, avec une enveloppe qui visiblement reste stable, avec des élèves en moins, on a des élèves qui sont de toute façon toujours en difficulté, qui ne se sentent pas bien à l'école, on a quand même des problématiques de plus en plus importantes de harcèlement scolaire, donc c'est pas, ça veut dire que les élèves ne se sont pas forcément bien. Alors c'est pas à l'école, c'est dans la société en général. Et les enseignants aussi. Mais ça, on va en parler, bien sûr. On va détailler tout ça. Mais c'est juste les 500 millions, j'aimerais comprendre. Il y a quelque chose qu'il faut voir en termes de folie des chiffres, c'est qu'à la rentrée, c'était quand même il y a un mois, on nous a dit, c'est horrible, en plus de la moitié des établissements, il manque au moins un prof. Oui. Et là, on les coupe. Alors, il faut savoir. Je veux dire, soit on ne sait vraiment pas où sont les profs, soit on les coupe pas au bon endroit. Enfin, d'où le problème structurel. Alors, on va y revenir à ça aussi, parce qu'il y a les départs à la retraite, etc. Je continue, mais je vais y arriver. Peut-être que vous allez me répondre sur ma question. Quid des 500 millions en moins? Il y a 500 millions en moins ou pas? C'est l'histoire de l'enveloppe budgétaire. Je ne comprends pas, en fait, ces chiffres. C'est ce que je vous disais. Là, vous avez en fait une masse. Cette masse prend de l'âge. Donc, en tant que telle, elle coûte chaque année plus cher. Donc, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont raboté, sans tenir compte du fait que mécaniquement, ça va nous coûter plus cher. Ce qui veut dire qu'en fait, il y a effectivement une réduction. Bon, alors donc il y a une réduction, mais c'est quand même une enveloppe qui est censée être la même. Donc bon, c'est quand même flou. Il y a de l'inflation. Ouais. Ensuite, il y a le mécanisme vieillesse qui est... Enfin, vous y pouvez rien. C'est comme ça coûte plus cher, tout simplement. Allez, on parle de nos profs. 4000 suppressions de postes enseignants en moins dues à la baisse démographique. En tout cas, c'est ce qui est invoqué clairement par le gouvernement et la ministre. Alors, j'aimerais juste rappeler quand même qu'à chaque nouvelle loi de finances, c'est à peu près 1000 suppressions de postes qui sont décomptées. Là, on est à 4000, c'est quand même énorme. On est d'accord? C'est énorme. C'est énorme, et alors ça pose un problème sur la forme, parce que c'est un message violent qui a été renvoyé. Donc pour moi, c'est un choix. C'est un choix assumé à un moment de vouloir bousculer. On l'a vécu comme une sorte de provocation, clairement, par rapport aux difficultés que connaissent aujourd'hui les élèves et les enseignants. On a du mal à s'imaginer pourquoi est-ce que ce nombre a été donné alors qu'on demande à faire des économies.
même si on considère, nous, qu'au niveau de l'UNSA, qu'il n'y a pas d'économie à faire aujourd'hui à l'éducation nationale, le dialogue social, il doit servir à savoir où on flèche ces économies. Là, c'est comme si le dialogue était verrouillé avant de débuter, parce qu'on dit déjà, de toute façon, ce sera 4000 postes, fin de l'histoire. Or, ce qu'il faut rappeler par rapport à ces 4000 postes, c'est qu'aujourd'hui, et ça fait écho avec la stabilité de l'enveloppe, qu'est-ce qu'on a envie de financer ? Est-ce qu'on a vraiment envie de financer de meilleures conditions de travail pour les enseignants et de meilleures conditions d'apprentissage pour les élèves ? Ou est-ce qu'on a envie de financer un plan choc des savoirs de Gabriel Attal qui est ultra coûteux en poste pour ne pas être efficace parce qu'il est partiellement. Je vais être très claire sur les chiffres. Le dispositif groupe au collège qui a fait tant couler d'encre l'année dernière et qui continue, si on le finançait en totalité, c'est 20 000 postes. Comme il n'y a pas les 20 000 postes, il est financé à hauteur de 20%. Quel dispositif, qu'on soit d'accord ou pas avec, peut être efficace à 20%. La prépa seconde, 5 000 postes. Donc on finance des lubies, je vais dire, gouvernementales, individuelles, de carrière, ce qu'on veut. Et à côté, on va supprimer 4 000 postes d'enseignants qui déjà aujourd'hui ne sont pas suffisamment nombreux. Moi, je trouve que c'est très grave le message qui a été envoyé à l'école. C'est très très grave. Donc il y a à la fois la forme et il y a à la fois le fond. Pour Michel Barnier, l'école n'est plus une priorité, selon vous, Anne Cuffinier ? Non, je ne dirais pas ça, mais Michel Barnier arrive dans une situation où il faut qu'il trouve 60 milliards. Et il n'a pas le temps parce que le processus de préparation du PLF est horriblement en retard. Qu'est-ce qu'il fait ? Une approche comptable. Il coupe partout. Il coupe partout et donc ça rentre en conflit avec un discours sur un certain nombre de sujets. La santé mentale, c'est une priorité, l'école, c'est une priorité, etc. Donc on voit bien que là, on est dans une logique affolée, au rabot, qui coupe un peu partout. Et effectivement, l'éducation nationale, on lui demande un effort plus important qu'aux autres, puisqu'on lui demande la moitié des efforts en termes de réduction de fonctionnaires, alors qu'elle représente quand même pas la moitié des fonctionnaires de France. Donc, oui, le signal est mauvais. Parce que s'il y a bien une chose sur laquelle il ne faut pas trop économiser, c'est l'éducation. Et c'est surtout, je crois, le signal d'une horrible précipitation généralisée, où on passe du rabot un peu partout, sans avoir une vision stratégique. Donc il peut y avoir des modifications. D'ailleurs, c'est ce que disait Anne Genetet. C'est pas fini, les discussions commencent, donc il va y avoir des améliorations ou discussions. Destiné à apaiser l'alerte sociale aussi. Oui, c'est aussi l'alerte sociale, effectivement, d'hier. C'est un discours d'apaisement traditionnel, qui est de dire, ne vous inquiétez pas, on va discuter au Parlement. Bon, ça, donc vous n'y croyez pas ? Si, mais bon, ça ne règle pas le problème de fond. Ah oui, ça c'est certain. On va parler donc de ces 4000 suppressions de postes, parce que quand même, il y a des suppressions de postes, surtout dans l'école primaire. 3815 dans le premier degré, 3155 pour l'enseignement public, 660 pour le privé. Donc on est quand même sur ces suppressions parce que les tout-petits qui manquent à l'appel faute de naissance, si je puis dire, aboutissent effectivement à un rabot. Là aussi, c'est une vision comptable déconnectée du terrain. Parce que vous prenez par exemple les enfants qui sont scolarisés dans les campagnes. Aujourd'hui, si vous appliquez une logique comptable, il n'y a pas assez d'élèves par classe, donc on ferme les classes. Et il faut savoir que l'État n'est même pas capable de faire une prévision sur 3 ans. C'est-à-dire qu'année après année, on découvre, tiens, on ferme la classe, on ne la ferme pas. Donc en fait, personne ne peut s'organiser. Donc ça veut dire que ce sont les campagnes qui sont sacrifiées complètement aujourd'hui dans les coups de rabot. Et après, il y a des endroits où il y a énormément de population qui se développe et on a des classes surchargées. Donc en fait, cette approche au rabot comme ça, elle ne veut rien dire. Ça n'a pas d'intérêt. En fait, il faudrait vraiment travailler cible par cible et savoir ce qu'on fait, où on met une priorité. Mais ça, il faut quand même l'assumer politiquement. Ils ne sont pas du tout dans une logique d'assumer des priorités. C'est tout le monde est prioritaire et c'est extraordinaire. Et dans les faits, moi, ce que je vois surtout, c'est que c'est les campagnes qui trinquent. C'est les petites écoles publics de campagne qui disparaissent. Oui, le choix sur le premier degré, il est vraiment lié à ce que je viens d'expliquer, le plan choc des savoirs. C'est parce qu'il est coûteux, ce plan, sur le second degré. C'est pour ça que le fléchage des suppressions se fait quasiment en totalité sur le premier degré. Et la grosse difficulté qu'on a aujourd'hui qui va s'aggraver, c'est que ces classes de maternelle, quand c'est tel qu'ils ferment, elles mettent encore plus en difficulté les élèves qui, eux, entrent à l'école et ont besoin justement d'avoir cet accueil qualitatif, parce qu'aujourd'hui, le métier qui s'est le plus complexifié dans l'éducation nationale, c'est celui d'enseignant de maternelle. On demande aujourd'hui un accueil parce qu'il est devenu obligatoire plus tôt, c'est ça, avec des élèves qui ont des besoins plus complexes, plus diversifiés.
et des classes qui sont à 30, 32. C'est quelque chose qui paraît... Rien que les parents nous disent à chaque fois, bon courage. C'est très important de revenir là-dessus. Je suis vraiment d'accord avec Elisabeth, parce qu'en 2019, donc, le plan Blanquer dit obligation d'être scolarisé dès 3 ans. Bon, on ne peut pas faire ça et en même temps couper les moyens et couper les effectifs. Si on vous scolarise dès 3 ans, c'est quand même pour avoir un accompagnement qui vous donne une chance de réussir quelque chose. Sinon, c'est la double peine. Je veux dire, on vous coupe d'un milieu qui est peut-être plus intéressant que la scolarisation contrainte. Et pour ceux qui ont vraiment besoin d'un accompagnement linguistique, langagier, comportemental, Soumer, qu'est-ce que vous voulez faire dans 32 personnes dans une classe ? Les postes supprimés, quels sont-ils? Ce sont des départs à la retraite, on l'a dit tout à l'heure, mais c'est aussi des contractuels qui sont pas, des contrats de contractuels qui ne sont pas renouvelés. C'est pas titulaires. Pardon? C'est des postes de titulaires qui sont supprimés. Quand il y a des suppressions, c'est les contractuels, les contrats non renouvelés, ça se passe ailleurs. Donc ce ne sont que des titulaires? Ça veut dire qu'on va davantage faire appel aux contractuels? Oui, parce que les contractuels, c'est une variable d'ajustement, de toute façon. Donc quand on parle de suppression ferme et définitive, on est sur des postes d'enseignants fixes. Les remplacements, évidemment, vous l'avez évoqué, effectivement beaucoup d'enseignants qui ne sont pas devant chaque élève, c'était la formule consacrée, un enseignant devant chaque élève. Malheureusement, on l'a vu à la rentrée de septembre, ce n'était pas le cas du tout. Il manquait, alors je ne sais pas les chiffres, encore une fois, ne sont pas très clairs, on a dit 1500. Selon les académies, en gros, on avait entre 30% jusqu'à 72% à Créteil, quand même. Donc 72%, c'est-à-dire dans 72% des établissements, il manquait au moins un professeur. Et moi je vois, et je pense qu'on a tous des témoignages autour de nous, dans ma famille par exemple, une petite fille en CE1, elle a eu 4 profs différents dans l'année. CE1, 4 profs différents, donc le programme n'est pas fini. Mais à Paris aussi, on le voit partout, effectivement, dans les grandes villes comme dans les... C'est partout. Et donc en fait la qualité du service public, et donc des gens qui sont très attachés au service public, au bout d'un moment ils se disent... d'accord, mais là, c'est pas possible. On peut pas continuer comme ça. C'est mon enfant qui est en train de décrocher, alors qu'il avait aucune raison de décrocher. Avec 4 profs dans l'année en CE1, non. Des suppressions de postes, donc ça veut dire aussi effectivement moins de remplaçants pour les absences de courte durée. Déjà, les remplaçants, on n'en a quasiment plus, ni dans le premier degré, ni dans le second degré. Donc là, il est évident que les remplacements, ils vont être encore plus compliqués. Il va falloir aussi que les contractuels soient présents, parce que, y compris les contractuels, répondent de moins en moins présents maintenant sur les postes qui restent vacants à la rentrée. Parce que vous parliez justement de à quoi correspondaient les 4000 suppressions. Ce sont des postes, ce sont des supports de postes qui sont supprimés. Après, ça ne veut pas dire qu'il y a le nombre d'enseignants, c'est deux choses qui sont différentes. Et c'est en ça que je disais que le contractuel n'est qu'une variable d'ajustement par rapport à ces supports qui de toute façon existent. Mais par contre, la difficulté qu'on va avoir, c'est que, y compris sur des temps de formation que nécessitent les personnels, on a parlé la dernière formation à la laïcité, formation justement à la lutte contre le harcèlement scolaire aussi, formation pour accueillir les élèves en situation de handicap, mais comment est-ce que les enseignants peuvent être formés si déjà ils ne sont pas remplacés? Le gouvernement, quand ça a été Gabriel Attal l'année dernière, a fait le choix de changer la logique en disant vous serez formés sur du temps hors temps devant élève. Mais comme si quand un enseignant n'était pas devant l'élève, il ne faisait pas son travail de préparation, de rencontre des familles, de concertation avec les équipes. Donc là, aujourd'hui, on va se retrouver dans une double difficulté qui existait déjà et qui va s'aggraver. C'est que la suppression des postes, elle va encore plus impacter les conditions de travail. Et on n'est pas prêt de retrouver des personnes qui ont envie d'exercer le métier. Quand on balance comme ça publiquement 4000 suppressions de postes, alors qu'on dit, le même gouvernement dit enjeu d'attractivité, on a bien compris, il faut redorer le métier, il faut faire envie. Mais comment est-ce qu'on peut faire envie quand on dit 4000 postes en moins? Et puis le message envoyé, il n'y a pas de revalorisation. Aucune revalorisation annoncée en 2025. On va revenir aussi sur la revalorisation, bien sûr, mais ça veut dire aussi, ce que vous dites, c'est le message envoyé effectivement aux familles, de dire finalement les professeurs sont toujours en vacances, cette fameuse phrase, et donc vous avez le temps de vous former. En dehors du temps scolaire. Mais c'est aussi ce message-là qui est envoyé, non? Je pose la question. Oui, alors moi, je ne suis pas trop pour une analyse de la symbolique. Il faut quand même se rendre compte de la situation globale, budgétaire dans laquelle on est. Elle est inouïe, elle est inédite, elle est effrayante. On ne peut pas faire business as usual, c'est pas possible. Là, on est dans une situation de crise
immense. Donc face à je crois ça, que tout le monde le vit déjà au quotidien. Oui, bien sûr. Je crois que tout le monde peine sur le pouvoir d'achat. Oui. Tout le monde peine en permanence sur les fournitures scolaires, si on parle de l'école. Oui. Tout le monde peine pour l'alimentation. Enfin, je veux dire, c'est déjà depuis longtemps ressenti. Donc, oui, mais là, la crispation. La différence, c'est que c'est le budget qui va plus pouvoir se refinancer. C'est l'État qui va plus être capable de se refinancer. Donc là, on est vraiment tout près d'une crise systémique qui va tous nous impacter derrière. Donc c'est normal dans ce contexte-là qu'il y ait des mesures, exceptionnelles. Ça, je le comprends tout à fait. Par contre, il faut que ça soit un peu cohérent. On ne peut pas dire à la fois, oui, il faut absolument travailler sur l'attractivité du métier, et en même temps, pas faire de revalorisation, couper les postes n'importe comment. On parlait des contractuels tout à l'heure. Les contractuels, ils sont traités vraiment de manière lamentable. 2 jours avant leur entrée, ils ne savent pas où ils sont affectés. Et quand ils sont affectés une partie du temps dans un établissement, dans une banlieue, une autre partie dans une autre banlieue. Comment ils vivent? Comment ils s'organisent? Ils ont des enfants, ces gens-là. Ils ont des contraintes. D'autant que les trajets, d'ailleurs, c'est une question un peu anodine, mais enfin, quand même, les trajets sont pris en compte, sont pris en charge par l'éducation nationale. Les trajets des enseignants. Des contractuels, par exemple, si un contractuel travaille, effectivement, qu'il a 200 km. Non, ce qui est pris en charge par l'employeur, mais qui est dans le cadre de la fonction publique, c'est quand on est sur du transport en commun, on a à hauteur de 50% financé son abonnement privé. Mais ça, c'est pas nouveau. Un transport en commun, quand on a 200 km à faire, compliqué quand même. Mais au niveau de la voiture, non. Et le prix de l'essence qui augmente a complexifié aussi justement les déplacements vers les écoles, les établissements. C'est pour ça qu'on a beaucoup de contractuels qui ne renouvellent pas forcément leur contrat. Donc en fait, on coupe les statutaires, on coupe aussi le nombre de contractuels, et parmi les contractuels, il y en a beaucoup qui s'y retrouvent plus. Pourquoi ils feraient contractuels en étant aussi maltraités? Donc il y a un problème de gestion RH, clairement. La revalorisation du métier, effectivement, d'enseignant qui est au cœur des revendications, là, ça a été vite balayé, et on le voit, et vous le dites vous-même d'ailleurs. Pourtant, le ministère se targue d'une progression donc des salaires des enseignants entre 2020 et 2024, dans cette période magnifique qui a été le Covid, de 13,4%. Dire un petit mot quand même, en action. Ah bah c'est faux. Ou alors je veux bien qu'on me l'explique par A plus B, mais parce que c'est toujours une utilisation des chiffres. Ce sont des choses qui sont lissées. Quand on regarde, je vois pas comment est-ce que tous les collègues qui ont vu ce chiffre, aucun ne s'est dit moi je fais partie de ceux qui ont été augmentés. Donc ça prouve bien qu'à un moment la masse financière elle est passée quelque part. Si c'est on a inflation ou pas déjà. On a des ça. Il y a l'inflation. Elle était 11%. Et puis on a de 23, donc de quoi on parle. Il y a des dépenses qui pour nous ne sont pas des bonnes dépenses. Quand on décide de financer le pacte en disant c'est de la revalorisation, un pacte qui a coûté très cher, alors qu'il a concerné finalement très peu de personnes, il a été sous-consommé parce qu'il a désorganisé les équipes. Et d'ailleurs, ce sont les établissements privés sous contrat qui en ont énormément bénéficié. Ça, la ministre l'a reconnu et elle a dit qu'elle comptait le rééquilibrer. Nous, on attend de voir. Mais ça, c'est une mauvaise dépense. Le SNU est une mauvaise dépense. En quoi ça aide nos élèves? En rien. Et par contre, ça coûte très cher. Uniforme aussi. Le ministère qui table effectivement sur, plus que jamais, sur le pacte enseignant, ça veut dire quoi? Les enseignants n'auront pas le choix finalement que de travailler plus pour gagner plus? C'est puiser plus pour gagner plus, je dirais. Et encore gagner plus, ça reste à démontrer. L'enquête qu'on a menée l'année dernière au niveau du SEUNSA sur le pacte nous a démontré que ceux qui ne l'avaient pas choisi, souvent, c'est parce qu'ils avaient déjà trop d'heures de travail, plus qu'une opposition, je vais dire, idéologique, qui peut exister aussi. Et ceux qui l'avaient choisi ont connu une dégradation de leurs conditions de travail. Mais pour avoir un salaire qui restait à peu près correct et encore, ils n'avaient pas eu le choix que de choisir ça parce que c'était la seule revalorisation proposée par l'employeur. C'est assez grave. Tout ça dans une atmosphère effectivement d'angoisse aussi sécuritaire dans les établissements, d'angoisse de manière générale, de dépression. Enfin, je veux dire, c'est très compliqué. On parle beaucoup de la santé mentale des jeunes, mais il y a aussi la santé mentale des professeurs. Des professeurs, des enseignants, des gens de la vie scolaire en fait. Oui, tout à fait. On voit bien que là, il y a un vrai problème de mise à plat, stratégique, structurel. Tant qu'on ne fait pas ce travail-là en discutant avec les syndicats pour savoir où on remet des priorités, on ne peut pas. Là, on voit bien qu'on entasse. Vous avez vu aussi la valse des ministres. Je veux dire, il y en a un qui dit ça, l'autre il fait le contraire. Sous ce président, ça a été même particulièrement fou.
Genre entre un Blanquer, un Papendiaï, un Attal, et puis... Ouais. Juste une petite réaction, parce que le temps presse un petit peu sur les AESH. Alors là, pour le coup, il y a de la création d'emplois. Oui. 2000 créations de postes d'AESH. Sachant que moi, les derniers chiffres que j'ai, juste pour que ceux qui nous regardent, 430 000 enfants en situation de handicap en France, et à peu près, je crois que c'est 130 000 AESH, c'est ça? Est-ce que je ne me trompe pas? Ouais. Et justement, sur la création des AESH qui est indispensable, parce que chaque année, l'école accueille davantage d'élèves qui ont des besoins particuliers, justement, et en situation de handicap. Donc, c'est important qu'on puisse avoir un nombre d'AESH recrutés, mais à condition que derrière, ils soient formés, ils soient accompagnés, ils aient du temps de travailler avec les équipes, ce qu'ils n'ont pas aujourd'hui, parce que les enseignants n'ont pas le temps de travailler avec les AESH aussi. Par contre, c'est vraiment une façon aussi, de nouveau, de cacher les vraies difficultés, parce que d'ailleurs, on en revient à le budget, je vais dire, stable. C'est facile de dire on garde un budget qui reste quand même honorable. Mais oui, mais parce qu'on a embauché aussi beaucoup d'AESH, donc c'est question des vases communicants, parce qu'il y avait besoin de les embaucher. Et on ne peut pas réduire un accueil qualitatif des élèves en situation de handicap uniquement par un recrutement des AESH, et puis ça y est, on a réglé le problème. Oui, d'autant plus que c'est 2000, 430 000 enfants en situation de handicap, 130 000, ça veut dire 132 000, c'est mieux, certes, mais bon, il en manque beaucoup. Oui, il y a plusieurs problèmes. Dans les AESH, d'abord, la plupart ne sont vraiment pas formés, et donc c'est très compliqué d'être AESH. Ils sont payés, faut le rappeler. Ils sont très très peu payés. Donc souvent ils sont mis en place tardivement dans l'année, et souvent pas à temps complet et pas toute l'année. Donc en fait ils viennent, ils partent, le temps qu'ils s'habituent à l'enfant, puis une année sur l'autre il n'y a pas la possibilité de les garder. Donc un enfant qui a besoin d'AESH en général, il est fragile, il a besoin d'un lien particulièrement soigné. Alors il vient, il part, on ne sait pas. Bon. Alors, ensuite, ça c'est la première des choses. Ensuite c'est la deuxième chose aussi, c'est que vous avez énormément d'enfants qui ne sont pas du tout scolarisés, ni en structure spécialisée, ni dans des structures, classiques, que ce soit en Ulysse, en SECPA, etc. Et ces enfants, ils arrivent dans les écoles privées indépendantes. Et là, ils n'ont aucune espèce d'aide. Aucune. Comme si c'était horrible d'aller dans une école indépendante. Et ces écoles indépendantes, elles les accueillent parce que, en fait, ces enfants sont sans solution. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues sur ce plateau. Anne Coffinier, fondatrice de la Fondation Kairos Institut de France et présidente de Créer son école. Elisabeth Alain Moreno, merci également. Vous êtes secrétaire générale du SEUNSA. On va se retrouver très vite, si vous le voulez bien, dès que les discussions ont un peu avancé, pour reparler de l'importance de ce budget, effectivement, de l'éducation nationale. Merci. On marque une courte pause, on se retrouve. Chaque matin dès 6h30, retrouvez Emmanuel Davidenkoff et son équipe dans La Quotidienne. En compagnie d'un invité fil rouge, il vous donne des clés de compréhension et des conseils pratiques en matière d'éducation et de parentalité. C'est important d'adopter des mesures hygiéno-diététiques, c'est important de savoir bien manger, de bien s'hydrater, d'avoir un bon sommeil. À partir de 9h, Patrice Boisfer prend le relais dans le MAG. Au cœur des territoires, la parole est donnée aux élus et aux élèves qui font bouger l'éducation partout en France. Je voyais pas énormément de jeunes, je ne me reconnaissais pas énormément dans les listes parce qu'il n'y avait pas de jeunes, il n'y avait pas de sportifs, et je me suis dit pourquoi la politique ça touche que certaines personnes. À 12h30, School TV vous ouvre les portes de l'école du futur. Avec son équipe de chroniqueurs, Philippine Dolbeau met en lumière des acteurs engagés et des innovations pédagogiques qui façonnent l'école de demain. L'usage qu'on peut faire d'un téléphone et celui d'un ordinateur est complètement différent. Sur l'ordinateur, on parle bien d'un usage pédagogique. Pour le cours, le téléphone, on aborde plutôt la question des réseaux sociaux, et je ne pense pas que les enseignants prônent d'utiliser TikTok ou YouTube. Tous les soirs à 20h30, dans le grand JT de l'éducation, Virginie Guillaume fait le point sur l'actualité du jour. Politiques et acteurs de l'éducation se questionnent sur l'avenir de nos enfants à l'école. Le double objectif de tout ce que nous avons fait, qui est la boussole de toute l'action, c'était deux objectifs que j'affichais toujours, c'est-à-dire hausser le niveau général des enfants de France, deuxièmement, baisser les inégalités, donc rapprocher les plus défavorisés du reste du groupe, et que tout cela monte, ce que j'appelle parfois niveler par le haut. Chaque samedi et chaque dimanche, Malika Ménard reçoit une personnalité qui raconte ses souvenirs d'écolier et dévoile sa vision de l'école d'aujourd'hui et de demain.
L'amour devrait être enseigné à l'école, l'empathie devrait être enseignée à l'école, la vraie éducation civique, l'amour de l'autre, l'amour des plantes, le respect de l'environnement profond, l'alimentation vraie, ça devrait être enseigné à l'école. School TV, imaginons ensemble l'école de demain. De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Jean-Luc Berthier. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes spécialiste des sciences cognitives, de l'apprentissage. On va peut-être déjà ensemble, si vous le voulez bien, redéfinir ce que veut dire sciences cognitives. Les sciences cognitives, c'est l'ensemble de toutes les disciplines qui permettent de décoder un peu la pensée, comment on agit, comment on communique, et en particulier comment on apprend. Donc, plus universitairement parlant, on se rapproche, nous, de la psychologie cognitive. Les mécanismes de la cognition qui permettent à tout individu de comprendre, mémoriser, apprendre. Tout cela. Et donc, en gros, si vous voulez, les axes de la cognition qui intéressent particulièrement les élèves, puisque c'est notre public cible, c'est la mémoire, c'est l'attention, c'est la compréhension, c'est l'implication active, c'est la métacognition, voilà. La métacognition, c'est quoi exactement? Alors, la métacognition, c'est un peu comme si vous mettiez sur votre, comment on pourrait dire, sur votre belvédère personnel et vous vous dites comment je fonctionne, comment j'apprends, comment ça fonctionne dans ma tête. Il faut avoir beaucoup de recul pour ça, hein. Je sais pas, il faut être très sage. Oui, mais... Ou alors très scientifique. Pas tant que cela, parce qu'on peut faire de la métacognition avec des enfants petits de maternelle. Hein. Alors, racontez-moi comment ça se passe. Non, mais parce que, parlons de sciences cognitives, soyons clairement précis et puis réalistes. Et finalement, dans l'exemple, on retrouve la meilleure façon de comprendre. Vous voulez un exemple chez les petits? Oui. Alors, écoutez, un professeur des écoles, même en maternelle, peut très bien poser des questions ou faire réfléchir l'enfant sur mais comment il marche ta mémoire? Mais faire attention, qu'est-ce que ça représente pour toi? Est-ce que tu pourrais développer ton attention, etc. Donc il y a tout un jeu de prise de conscience, d'activité qu'on peut faire avec des tout petits et on dispose même maintenant de tout un tas d'outils, si vous voulez, qui permettent en classe de faire prendre conscience mais c'est difficile pour toi. Tu as fait une erreur. C'est grave ou au contraire c'est un atout, etc. Donc par tout un jeu comme ça ça c'est la métacognition, hein. C'est-à-dire prendre du recul sur soi, sur la manière effectivement dont on apprend, dont on comprend, dont on mémorise. Oui, c'est ça, et c'est même plus que ça, c'est encore plus large, c'est-à-dire que ça permet à l'enfant de se construire une représentation de celui qui apprend. Voilà, donc il devient plus autonome, il comprend mieux comment il fonctionne, il dédramatise. C'est comme si vous étiez face à un problème de la vie et que vous essayez de le mettre sur la table en essayant de le décomposer pour voir comment je vais m'en sortir. Est-ce que c'est grave? Donc pour l'enfant, ça sera est-ce que je suis capable? Est-ce que je suis destiné à être plutôt un bon élève, un mauvais élève? Est-ce que mon intelligence évolue, etc. Toutes ces questions larges. Vous savez, moi, il y a des enfants de maternelle qui m'ont expliqué ce que c'est que l'inhibition. C'est vrai, ça. Peut-être que si je vous pose des questions, vous seriez peut-être un peu gêné. De l'inhibition un enfant de 5 ans est capable d'en parler. Mais peut-être aussi parce que, effectivement, le maître ou la maîtresse, en l'occurrence, avait abordé le sujet. Évidemment. Comment ça s'était passé? C'est une formation. Oui. Oui, bien sûr. Dans l'école où j'ai été, où j'ai participé à cette activité-là, une enseignante déléguée par la direction de l'école prend les élèves, en particulier maternelle et CP, et leur explique à raison de 1 heure par semaine tout un tas de fonctions cognitives, etc. Et un enfant petit est capable de comprendre comment il fonctionne. Alors justement, cette notion effectivement de sciences cognitives, c'est important pour la confiance en soi, vous venez de l'évoquer effectivement, mais aussi pour comprendre sa singularité aussi au sein d'un groupe peut-être. Absolument. Oui, bien sûr. Pouvoir repérer ce qui est commun à tous
parce que les fonctions cognitives qui permettent aux individus d'agir, de penser, etc., sont les mêmes pour tous les êtres du monde. Hein. Mais par contre, tous les cerveaux sont un peu différents. Donc la métacognition va permettre de repérer pour chacun où sont les difficultés, où sont les points forts, sur quoi on va pouvoir s'appuyer, pourquoi je n'y arrive pas, c'est quoi ma meilleure stratégie pour apprendre, etc. C'est ça l'idée. Et ça permet assez rapidement d'autonomiser chaque enfant. Et peut-être aussi, quand on parle d'autonomie, de confiance en soi, on peut peut-être aussi parler d'inégalité face à l'apprentissage. Est-ce que justement ces sciences cognitives pourront permettre, in fine, et peut-être pourquoi pas rapidement, réduire justement ces inégalités, cette fracture? Quel vaste sujet que vous abordez là. C'est très très complexe parce que il n'y a pas que l'école pour se construire. Lorsque l'enfant en France arrive, je dirais vers 3-4 ans à l'école, il a déjà tout un passé avec une origine socio-culturelle qui l'a stimulé dans un sens, dans l'autre, ou qui ne l'a pas vraiment stimulé. Enfin, c'est un peu compliqué. Et donc, lorsque l'enfant arrive, même en petite section de maternelle, il arrive déjà avec tout un stock de vécu, de savoir ou de non-savoir, ou de développement de ce que nous on appelle les fonctions cognitives. Et donc l'immense défi de l'école, c'est d'essayer de réduire cette inégalité pour éviter que des fractures apparaissent, si vous voulez. Et donc toute la science de la pédagogie innovante qui s'appuie sur les sciences cognitives, c'est d'essayer de réduire cette difficulté scolaire et éviter pour la France d'être un dernier pays de l'OCDE en termes d'égalité scolaire. Ce n'est plus acceptable et la porte que nous ouvrons, c'est: et si on allait voir du côté de la cognition, si on pouvait pas régler un certain nombre de choses? Et a priori, ça marche, puisque les enseignants sont intéressés. Vous avez organisé plusieurs forums qu'on appelle des cogniforums. Il y a d'ailleurs, en ce moment, ça se termine demain, mais un événement annuel qui s'appelle Apprendre et former avec les sciences cognitives, si je ne me trompe pas, non, c'est ça? C'est le nom global de l'association. Voilà, mais en tout cas qui permet effectivement, pour tous ceux qui sont adhérents ou pas, mais en tout cas de pouvoir participer à énormément de conférences sur le sujet. Et puis, vous avez vous-même participé, animé des conférences. Et vous voyez que les professeurs et enseignants, premier degré comme second degré, sont intéressés. Donc, ça veut dire quand même qu'il y a une évolution. Il y a un intérêt croissant. Donc ça vient soit des enseignants eux-mêmes, soit des cadres de l'enseignement. Je précise que notre organisation est agréée par le ministère lui-même et qu'on a quasiment carte blanche pour intervenir dans tous les établissements de France. Alors, voulez-vous que je vous donne quelques exemples de thèmes qui ont été abordés durant ce cogniforum qui va se terminer demain? Par exemple, quelle relation y a-t-il entre la cognition et l'apprentissage d'une langue étrangère? L'anxiété mathématique, c'est quoi? Pourquoi? Alors oui, j'ai vu ça, effectivement. L'anxiété mathématique, on peut s'attarder 2 secondes parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais par exemple, ça veut dire quoi? C'est que quand on voit des chiffres, tout de suite, ça crée une angoisse. Alors, c'est difficile d'être élégant vis-à-vis des enseignants de maths qui font ce qu'ils peuvent, et bravo, mais aussi pour dire que si on va voir comment on comprend, pourquoi on comprend, quels sont les obstacles à la compréhension, c'est quoi l'activité de groupe pour apprendre ensemble, etc. Eh bien, si on pousse un petit peu tous ces boutons-là, on s'aperçoit que le rapport de l'enfant au fait d'apprendre, et en particulier les mathématiques, parce que le ressenti est, hélas, globalement négatif chez les ados ou même chez les adultes, eh bien, on arrive à progresser. Alors, j'ai compris effectivement ce que vous dites, la capacité des sciences cognitives à nous permettre de comprendre effectivement tout cela, mais vous n'allez pas le résumer en moins de 30 secondes, mais quand même, pourquoi justement les mathématiques provoquent de l'anxiété ? Est-ce qu'il y a une réponse à ça? Alors, il faudrait demander à l'intervenant. Voilà. Moi, je ne suis pas spécialiste de tous les thèmes. Il faut donc suivre, effectivement, et s'intéresser aux sciences cognitives, en l'occurrence à l'AFSC, donc cette association dont on vient de parler juste avant. Mais donc, poursuivez. Donc, effectivement, l'anxiété mathématique, vous l'avez dit. Autre thème, par exemple, abordé. Le sommeil.
la relation, par exemple, entre la pratique de la musique et le développement des fonctions cognitives. Par exemple, le travail sur les inégalités scolaires, la formation des parents sur quelques conseils qui permettent de mieux suivre la scolarité d'un enfant. Je pourrais à l'envi vous en citer beaucoup d'autres. Cette année, on a eu 21 conférences. Je vais peut-être vous donner les gros thèmes majeurs de cette année. C'était, premièrement, la surcharge cognitive, c'est quoi ? Le deuxième grand thème, c'était la mémorisation à long terme. Comment on met en place des stratégies pour se souvenir, non pas pour le lendemain ou après-demain, mais à terme, au bout de plusieurs mois, etc. Autre thème qui monte actuellement très fort, c'est la relation entre la pédagogie et l'intelligence artificielle. Donc, si vous voulez, on sensibilise sur un certain nombre de thèmes qui, ensemble, sont tous cohérents, c'est-à-dire, en fait, permettre aux enfants de disposer de pédagogie qui leur permettent de se développer plus amplement et non pas simplement acquérir des savoirs et développer des compétences de base. Ça, c'est notre rêve, mais c'est un rêve qui fonctionne plutôt bien. Merci beaucoup, Jean-Luc Berthier, d'être venu sur ce plateau pour nous parler des sciences cognitives. Donc, vous êtes spécialiste des sciences cognitives, de l'apprentissage en l'occurrence. Et je le rappelle, donc effectivement, c'est jusqu'à demain soir. Voilà, c'est sur le site de sciences cognitives de l'association AFSC, avec beaucoup de conférences, de forums, de moments d'échange. Mais il y en aura d'autres puisque c'est chaque année. Hein, oui. Alors ce qui nous rend un petit peu connus, c'est le terme de Cogniclass. Nous sommes connus en France et pas que en France sur ce dispositif Cogniclass. On y sera sur les Cogniclass. Merci beaucoup, Jean-Luc Berthier. Merci à vous. On va retrouver tout de suite Emma pour sa chronique. Voilà une affaire qui secoue l'industrie musicale aux États-Unis et même en France d'ailleurs, parce que tout le monde en parle. Ça concerne l'artiste et producteur P. Diddy. Et ouais, P. Diddy, alias Puff Daddy de son vrai nom, Sean Combs, c'est un rappeur, producteur de musique ultra connu aux États-Unis depuis plus de 20 ans, avec son label Bad Boys Records. Alors il a collaboré avec et fait émerger tout un tas d'artistes qu'on connaît, Mariah Carey, Usher, Justin Bieber, Mary J. Blige et même Aretha Franklin. Mais voilà, P. Diddy, c'est une industrie musicale à lui tout seul, un empire qui semblait rouler jusqu'à son arrestation à Manhattan le 16 septembre dernier. Tout a commencé par des accusations d'agression sexuelle, mais j'imagine que ça ne s'arrête pas là pour faire vaciller, pour faire trembler le roi du R&B. Non, malheureusement, le producteur avait déjà été épinglé l'année dernière pour des violences sur son ex-compagne, Cassie. Mais alors là, les plaintes, elles vont encore plus loin. Et comme souvent, la première salve, elle ouvre la porte et après, toutes les langues se délient. Et aujourd'hui, c'est plus de 100 personnes qui accusent Sean Combs de viol, agression, soumission chimique et surtout trafic sexuel. Donc parmi les victimes, un mineur au moment des faits. Il a porté plainte cette semaine. Et selon les rumeurs, il ne serait pas le seul. Les rumeurs, c'est l'autre volet de cette affaire, évidemment, et c'est là que les réseaux sociaux s'agitent. Oui, quelle vidéo, j'ai la liste de P. Diddy, voilà ce qu'on lit sur les réseaux depuis plusieurs semaines. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'affaire Jeffrey Epstein l'année dernière, et de la fameuse liste noire qui circulait à propos des soirées du milliardaire. Là, c'est un peu la même chose. Il y a une liste qui traîne quelque part sur les réseaux. Alors, soumission chimique pour abuser des participants, y compris des mineurs, séquestration, viol, chantage et trafic. C'est un MeToo de l'industrie musicale qui serait sur le point d'arriver et donc les noms circulent et déchaînent les internautes. Voici la liste des stars dans l'affaire P. Diddy. Je tiens à préciser que c'est une liste non exhaustive et c'est soit des témoins, soit des victimes ou soit des accusés. On commence avec Beyoncé, Jay-Z, Booba pour le petit côté français, Naomi Campbell parce qu'il faut toujours la folle de service qui dans toutes les histoires, surtout dans tous les trafics, elle est là. Alors bien évidemment, je ne vous montre pas les images qui circulent, premièrement parce qu'elles sont réellement immondes, et deuxièmement parce que s'il y a de fortes chances qu'elles émanent de comptes complotistes ou qu'elles soient carrément des montages. Donc là, pour revenir à cette liste que vous venez de voir et qui n'est vraiment non exhaustive, on parle de célébrités qui auraient pu être impliquées, c'est ce qui traîne. Mais là où tout part vraiment en live, c'est que toutes ces stars pourraient bien avoir participé aux fameuses White Party de P. Diddy. Ça, de toute façon, le producteur, il était connu pour inviter tout le gratin, mais ce qui ne veut pas dire que ces stars, pour autant, elles auraient participé aux exactions dont est accusé Sean Combs. Alors parmi les noms des victimes, si une bonne part est anonyme, pour nous en tout cas, il y en aurait un avec un vrai conditionnel, mais je le mets quand même, qui revient toujours, on regarde. Une vidéo qui a refait surface a servi de catalyseur à la révélation de Bieber.
révélant des interactions troublantes entre un Bieber plus jeune et Didi. Dans cette vidéo, on voit Didi se vanter d'avoir passé 48 heures avec Bieber, alors âgé de 15 ans. Le cadre est somptueux, la promesse est grandiose, mais nous savons tous ce que cela signifie. Faire étalage de son argent était son truc pour attirer les gens dans son piège. Bien que la vidéo date d'avant, à la lumière des récentes allégations, elle montre comment Didi prenait de jeunes artistes sous son aile au nom du mentorat et abusait d'eux. Prendre des jeunes, voire des très jeunes sous son aile en leur promettant le monde de la musique à leurs pieds, c'est ce qu'aurait fait P. Diddy et c'est aussi ça qui fait trembler l'industrie de la musique américaine en ce moment. Et en pleine année d'élection aux États-Unis, évidemment, il y a matière à fantasmes, c'est surtout à théorie, y compris concernant les 2 candidats à la Maison-Blanche. Et ouais, bien sûr, la première instrumentalisation, elle vient du camp. Je vous laisse me le dire, Virginie, à votre avis? Peut-être Trump. Eh ben oui, quelle surprise, n'est-ce pas? Les Républicains, hein, évidemment, pour la sphère complotiste d'extrême droite, il y a du grain à moudre, hein, évidemment, notamment cette affirmation de la participation de Kamala Harris il y a quelques années aux soirées du musicien et homme d'affaires. Alors voilà. Kamala Harris qui aurait soutenu Didi au moment de ses galas de charité pour la cause noire américaine et se serait ensuite rendue aux fameuses soirées. Une attaque républicaine pour parer une des énièmes amitiés un peu embarrassantes de leurs candidats, comme dans cet extrait d'un épisode de The Apprentice, la télé-réalité qui a rendu Trump très célèbre au grand public. C'était en 2012. J'ai travaillé pour Didi pendant 6 ans, j'ai essayé d'être parfaite. Vous avez travaillé pour Didi? Absolument. J'adore ce mec. C'est un mec bien, un ami à moi. C'est un mec bien, n'est-ce pas? Je ne pourrais pas répondre à ça. Je vous le dis, c'est un mec bien et je soutiens ce mec. Une affaire qui impliquerait des stars de l'horreur, de la politique et tout ce qui cartonne en fait aux États-Unis. Alors en attendant, Netflix a annoncé préparer évidemment un documentaire sur l'affaire en donnant la parole aux victimes. Et le plus important aujourd'hui, à l'heure où on parle, c'est qu'il y a un fait totalement avéré. Les victimes, elles sont nombreuses et Sean Combs sera jugé en 2025 pour extorsion, agression et trafic sexuel. Merci beaucoup Emma. Tout de suite, on va retrouver le meilleur de School TV avec le Zap. Ils ont posé un certain nombre de questions. Je pense qu'il y avait des questions assez autour de cette thématique-là. Par exemple, est-ce que quand on est enfant, on peut aller en prison? Parce que c'est vrai que je pense qu'on attire aussi beaucoup leur attention sur le fait que le harcèlement, c'est une infraction. Donc déjà, il faut leur expliquer ce que c'est qu'une infraction, c'est-à-dire une violation de la loi. C'est ça, infraction. Voilà, ouais. et donc le fait de dire que oui, que c'est effectivement un manquement, comment ça peut être éventuellement puni, tout en essayant de ménager quelque chose qui ne soit pas trop incriminant, parce que évidemment on ne juge pas les mineurs comme on juge les majeurs, leur expliquer la notion de discernement qui est très importante dans la façon dont on va aborder ces cas et faire en sorte de comprendre en effet que, évidemment, même les auteurs de harcèlement restent des enfants la plupart du temps. Et qu'il y a, ça c'est l'héritage de l'ordonnance de 45 en France. Certaines associations disent qu'elle se perd un peu, mais enfin qui malgré tout avait cette idée de sanction éducative d'un mineur et d'abord un être en construction qu'on doit accompagner et pas qu'on doit condamner pour la vie. Et c'est un combat qu'on continue à mener parce qu'on a aussi une actualité politique qui fait que c'est vrai que la violence augmente et que vraisemblablement il y a peut-être des adaptations à avoir, mais nous insistons beaucoup sur le fait qu'un mineur reste un mineur et qu'il faut évidemment, notamment sur les questions d'excuses de minorité, c'est pas le sujet du jour, mais malgré tout on est quand même dans cette actualité-là, faire extrêmement attention. Le bien-être scolaire, ça passe forcément par un environnement apaisé, parfois rénové. C'est notamment le cas des Ormeaux. Je rappelle que vous avez 5 groupes scolaires. 6, pardon. 6, pardon. Et les Ormeaux en fait partie. Oui. Et oui, alors, nous, on est comme beaucoup de villes de la région parisienne, en fait. Hein. On s'est beaucoup développé dans les années 50, 60, 70. Vraiment dans les 30 glorieuses. Et ça veut dire que nos bâtiments publics, nos écoles, nos gymnases... datent de cette époque. Datent de cette époque. Et donc ce sont tous à la fois des passoires thermiques, des bâtiments un peu datés sur le plan fonctionnel, et ils sont vétustes. Donc on a un gros programme de rénovation de nos bâtiments publics à mettre en œuvre, à la fois pour être dans les clous sur le plan énergétique, on voit que l'énergie coûte cher, mais même simplement pour le confort et pour la fonctionnalité des bâtiments qui est plus tout à fait adaptée. Quel budget ? Alors rien que pour l'innovation, enfin pour l'isolation énergétique de nos bâtiments, on sait qu'on va devoir mettre 30 millions d'euros avant 2030. Je
Je vous posais la question de cet équilibre entre jeu et éducation parce que peut-être que vous trouvez que c'est un équilibre qu'on n'a pas assez aujourd'hui dans l'école, dans le système scolaire français. Oui, en fait, je pense que malheureusement, l'école a déjà beaucoup de choses à faire entre l'instruction, les maths, le français, etc. Et je trouve aussi qu'on n'a jamais eu autant de temps libre en fait, dans l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un livre excellent qui, moi, m'a beaucoup inspiré, qui s'appelle « La tyrannie du divertissement ». C'est Olivier Babot qui écrit qu'en fait, aujourd'hui, l'humanité n'a jamais eu autant de temps libre et la façon dont elle va l'utiliser va être un déterminant des inégalités sociales. Donc en gros, vous pouvez choisir avec votre temps libre de le passer sur Insta et de scroller, en gros, voilà, ou alors de socialiser, de vous cultiver, de méditer. C'est la puissance des réseaux sociaux, c'est Internet, avec la difficulté aussi, j'imagine, d'administrer la preuve, de retrouver qui est l'auteur ou l'autrice de tel ou tel message. Ça, c'est une problématique qui parle beaucoup aux jeunes, j'imagine. Alors, c'est une problématique qui parle d'autant plus aux jeunes, et ça fait partie un peu des surprises. C'est pas moi qui ai posé la question, mais c'était l'enseignante, en l'occurrence, qui les a interrogés les uns et les autres sur qui avait un portable. Ils touchent en 6e, non? Oui, mais c'est fou, parce qu'en principe, à cet âge-là, ils n'ont pas à avoir de portable, ni à avoir accès aux réseaux sociaux. Et c'est vrai qu'ils traitent ça avec une forme de désinvolture un peu désarmante sur le fait que les parents leur laissent effectivement accès aux réseaux sociaux. Et c'est vrai qu'on leur a expliqué, on a essayé de leur expliquer que justement cet anonymat et le fait d'être un peu caché derrière un écran ne devait pas non plus les déresponsabiliser. Surtout que ça produit ce qu'on appelle, je crois, l'effet cockpit, qui est un peu le même que celui des pilotes de drone. Comme on est loin de la cible, on ne voit pas vraiment la souffrance de la cible, et alors toute empathie est complètement rompue. Il faut d'un mot encore dire que le harcèlement, il laisse des traces indélébiles chez beaucoup de victimes, et ça c'est très, très, très important. C'est pour ça qu'il faut lutter aussi contre. Absolument, et c'est la raison pour laquelle on essaye de développer des réflexes et de faire en sorte que J'allais dire que la peur change de camp, c'est-à-dire que même si, encore une fois, et comme je vous l'ai dit, on est plutôt dans une volonté d'éducation des auteurs, l'idée c'est qu'il faut faire disparaître la honte et libérer la parole des enfants, parce qu'en réalité, le sujet, c'est ça, c'est que les enfants ont conscience de ce qui est bien et de ce qui est mal, mais parfois ils n'osent pas parler. Ça aussi, on a eu un témoignage là-dessus d'une petite fille qui n'avait pas osé parler pendant 2 ans, parce que peur des représailles, parce qu'en effet, un effet de honte, et une espèce d'aveu de faiblesse. Nous, on est là aussi pour parler, surtout avec Alix, de ce qui va bien, à commencer par la cité éducative de Blagy. Alors là, nous, on a une... C'est une réussite? Alors pour l'instant, c'est pas encore, c'est ni une réussite ni un échec. C'est-à-dire qu'en fait, pour l'instant, c'est un projet. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on a un quartier qui est un quartier qui est en pleine opération de rénovation urbaine. C'est une très grosse opération de rénovation urbaine. On a 833 logements qu'on va reconstruire, qui avaient été construits dans les années 60, qui sont des passoires thermiques, qui sont avec des qualités de bâti qui ne permettent pas d'être rénovés en site occupé, avec de l'amiante, avec tout ce qu'il faut pour qu'on soit obligé de déconstruire et de reconstruire. Et cette opération, elle correspond à un quartier qui est à cheval sur 4 villes. Et ce quartier vient de nouveau, il en avait fait partie pendant un certain nombre d'années. Il était sorti de la politique de la ville en 2014. Et là, on vient de re-rentrer dans ce qu'on appelle quartier engagement 2030, qui est la version actuelle de la politique de la ville. Et dans les différentes actions qui vont être rendues possibles grâce à ce quartier engagement 2030, il y a ce qu'on appelle une cité éducative, effectivement. Alors la cité éducative, c'est un certain nombre d'actions qui vont permettre, je dirais aussi bien de contribuer à l'égalité des chances que justement de travailler sur la citoyenneté. C'est pas seulement de l'argent. Il y a un plan de réussite éducative pour aller chercher les décrocheurs scolaires. Voilà, il y a tout un ensemble de mesures qui vont, je dirais, cibler effectivement les publics, comme on dit, les plus en difficulté et les plus fragiles. Les activités que vous proposez, on en a parlé en première partie du talk, mais ce qui est important aussi, et ce que je vois sur votre site internet, entre autres, dans votre communication, c'est qu'elles ont souvent un lien aussi avec le monde professionnel. Ça aussi, il n'y a pas de hasard, il y a tout un lien entre développer l'épanouissement des enfants, mais aussi les faire grandir dans toutes les manières qu'on peut imaginer. Exactement, en fait... Je trouve qu'un des problèmes à l'école aujourd'hui, c'est qu'on est peut-être bon parfois sur l'instruction, mais on a beaucoup de mal à projeter les enfants dans la vie d'après. Savoir ce qu'on veut faire de sa vie, savoir ce qu'on veut faire comme métier, c'est pour moi une des questions principales de la vie de chacun. C'est une source de stress pour beaucoup de parents de se dire « Ouh là là, mon enfant en fait ne sait pas ce qu'il veut faire ». C'est bien normal, je pense que
Nous tous, à 15-16 ans, peut-être qu'on était encore un peu perdus. Bah, c'est tôt. Et voilà, c'est très tôt. Et en même temps, le système français force à choisir aussi très en amont. Et donc, nous, on a pris le pari de se dire, on va, au travers des rencontres, permettre des discussions. Et donc, chacune de nos expériences ou activités commence par le professionnel qui se présente, qui explique son parcours. Et souvent, ce n'est pas du tout un parcours linéaire, c'est-à-dire que le chef cuisinier pouvait être ingénieur avant, le bricoleur pouvait être dans le marketing d'une grande boîte. Et comme ça, les enfants se disent, en fait, OK, les gens ont fait des choix à des moments, mais on peut changer d'avis. Et puis, tout est ouvert. En fait, à 15 ans, tout est ouvert et c'est un peu le message qu'on essaye de passer. Voilà pour le ZAP, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. À la réalisation, Xavier Sanchez, le son, Thibaut Goury-Lafont, le maquillage, Eva Troller, Emma Ferré et Laura Girard à la rédaction. Très belle soirée, on se retrouve demain. Ciao.